Grand 2, le premier principe et les fonctions d'état, U et H, énergie interne et enthalpie. Si on considère un système constitué d'un grand nombre de particules, et bien pour chaque particule, on peut définir une énergie. Une énergie cinétique microscopique, puisqu'elle est due à l'agitation thermique, elle a une certaine vitesse et une certaine masse. Et également une énergie potentielle d'interaction microscopique, puisque comme elle fait des interactions avec les autres particules, on peut calculer l'énergie potentielle de la particule. Si on fait la somme de toutes ces énergies microscopiques, cinétiques et potentielles, on arrive à une énergie totale qu'on peut appeler l'énergie interne du système et qu'on note grand U. Cette énergie interne, elle est nommée et on décrit ses propriétés dans le premier principe de la thermodynamique. Comme vous êtes censé le connaître déjà, je vous encourage à mettre pause sur la vidéo, à essayer de vous souvenir quel est le premier principe de la thermodynamique pour vous, puis ensuite je donnerai la version du premier principe de la thermodynamique que j'ai envie qu'il apparaisse dans le cours, et ensuite je ferai quelques commentaires sur son utilisation. Voilà. Mettez pause sur la vidéo. Selon moi, le premier principe, il commence par dire « Il existe, pour tout système, une énergie interne U ». En effet, l'énergie interne, en fait, c'est le premier principe qui l'a fait exister dans le sens où on décrète qu'à partir de maintenant, on va s'intéresser à l'énergie interne du système, qu'elle existe, que c'est une grandeur intéressante. Et il dit également que U est une fonction d'état extensive, de propriétés importantes. Fonction d'état, ça veut dire qu'une variation de la fonction U, qu'on peut noter à delta U, entre deux états, ne dépend pas du chemin suivi pour passer d'un état à l'autre. Et extensive, on l'a vu précédemment, ça veut dire que c'est une fonction additive. Quand on additionne deux systèmes, eh bien leurs énergies internes vont s'additionner. Ce que dit aussi le premier principe, c'est que pour un système fermé qui est macroscopiquement au repos, lorsqu'il passe d'un état à l'autre, si son énergie interne varie, donc s'il y a une variation delta U d'énergie interne, alors elle ne peut être due qu'à deux types de transfert d'énergie, W et Q. Avec W, le transfert d'énergie sous forme de travail, et Q, le transfert d'énergie sous forme d'énergie thermique. Et donc la variation totale d'énergie, delta U, sera égale à W plus Q. Concrètement, ça veut dire qu'il n'existe que deux façons d'apporter ou de retirer de l'énergie interne à un système, soit en faisant un travail avec une force qui va venir apporter de l'énergie aux particules, soit un transfert thermique qui va lui aussi pouvoir apporter ou retirer de l'énergie aux particules. On peut également écrire le premier principe dans le cas d'une transformation élémentaire, et dans ce cas on écrira du égale delta W plus delta Q. Et là, au niveau des notations, je tiens à préciser qu'il y a une certaine rigueur à avoir sur la façon dont on écrit le premier principe. En effet, U est une fonction d'état. Autrement dit, c'est une fonction qui peut varier en fonction de l'état du système et on peut étudier les variations de cette fonction. Ici, quand on étudie pour une transformation finie delta U, c'est la différence entre U final et U initial. Chacun de ces U finales et de ces U initiales est défini. Par contre, on voit que devant le W et devant le Q, il n'y a pas de delta. Pourquoi? Parce que W et Q, ce ne sont pas des fonctions d'état. Ils représentent simplement les quantités d'énergie qui ont été transférées lors du changement d'état. Mais on ne peut pas dire que dans un état précis, il y a une fonction d'état W associée à l'état. W, c'est simplement un transfert qui a lieu lors du passage d'un état à l'autre. Contrairement à U, on peut dire dans cet état-là, le système a une énergie interne U égale 340 joules. Il y a une valeur pour un état. Alors que W, c'est uniquement un transfert lorsqu'on passe d'un état à l'autre. Et c'est pour ça qu'au niveau des transformations élémentaires, on utilise aussi des notations différentes. Pour une transformation élémentaire, on va dire qu'il y a une petite variation de la fonction U, qui va être notée avec une différentielle exacte, du, alors qu'il y a des petits transferts lors de la transformation élémentaire, qu'on va noter delta W et delta Q. Delta, ça veut juste dire petit W, petit Q. Ça ne veut pas dire que c'est une vraie différentielle exacte. C'est pour ça qu'on appelle ça une forme différentielle. C'est important d'être rigoureux dans la façon dont vous allez écrire le premier principe pour tenir compte de ces différences. Il y a un lien entre l'écriture en transformation élémentaire et l'écriture en transformation finie. En effet, si on regarde delta U, la variation entre deux états dans une transformation finie, on peut dire que c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de du, où du représente une petite transformation élémentaire. Donc si je fais l'intégrale de toutes les transformations élémentaires de l'état initial à l'état final, ben j'arrive à la différence delta U, qui est au final U final moins U initial.
pour un travail, quand je passe d'un état final, enfin d'un état initial à un état final, je peux aussi dire que le travail transféré quand je suis passé de l'état initial à l'état final, c'est l'intégrale de l'état initial à l'état final de tous les petits travaux élémentaires, delta W. Et de la même façon, la quantité d'énergie thermique, donc la chaleur, de l'état initial à l'état final, eh bien, c'est l'intégrale de l'état initial à l'état final de toutes les petites chaleurs delta Q. Petit 2, expression du travail W. W, ça représente la somme des travaux des forces non conservatives qui sont transférées du milieu extérieur vers le système. Ça veut dire que si W est positif, le système reçoit de l'énergie, et si W est négatif, le système en perd. Si on se limite, et c'est ce qu'on va faire en chimie, uniquement au travail des forces de pression, qu'on appelle le travail mécanique, alors on peut utiliser la formule simple, W égale moins l'intégrale du volume initial du système au volume final du système, fois la pression extérieure, fois dV. Donc Px, c'est la pression extérieure. Plus tard, dans un chapitre ultérieur, on verra qu'on peut aussi rajouter du travail électrique, en particulier lorsqu'on fait de l'électrolyse. Mais pour l'instant, on va se limiter à des réactions thermiques, où le seul travail qu'on va étudier, c'est le travail mécanique, donc des forces de pression, qu'on peut exprimer comme ceci. Entraînez-vous, dans le cas d'une transformation isochore, à calculer la valeur du travail. Alors normalement, ça va être très rapide, parce qu'il y a un cas particulier dans le cas isochore. Et dans le cas d'une transformation monotherme monobar également, à voir comment cette intégrale peut donner une expression plus simple. Mettez pause sur la vidéo pour vous entraîner, je donne le résultat dans quelques instants. Dans le cas d'une transformation isochore, puisque le volume est constant par définition, alors dV sera toujours égal à 0, donc quand je vais faire l'intégrale de VI à VF de Px dV, si dV vaut tout le temps 0, et bien cette intégrale vaut 0, donc cas particulier, dans le cas d'une transformation isochore, le travail vaut 0. Dans le cas d'une transformation monotherme monobar, cette fois, il ne vaudra pas 0, mais comme la transformation est monobar, on peut dire que la pression extérieure est constante. Autrement dit, le travail, si j'applique la formule moins l'intégrale de VI à VF de Px dV, comme Px est une constante, je peux la sortir de l'intégrale, je me retrouve avec moins l'intégrale de VI à VF de dV, qui vaut tout simplement moins VF moins VI. Autrement dit, je peux dire que le travail, c'est moins P extérieur fois delta V. Ce qui est une formule assez simple qu'on va pouvoir utiliser. À noter que le cas d'une transformation monotherme monobar, c'est un cas très usuel en chimie. En gros, si vous faites une réaction dans un bécher, ouvert, tout simplement, et bien ça c'est monotherme monobar, puisque vous êtes en contact avec l'atmosphère, qui a une température constante et une pression constante. Donc c'est souvent, nous, cette expression du travail, pour des réactions thermiques dans des cas usuels, qu'on va utiliser. Petit 3, calcul de l'énergie thermique Q. Donc là je vois que j'ai fait une erreur, c'est pas l'énergie thermique, c'est l'énergie thermique transférée, puisque Q représente un transfert. Et d'ailleurs, Q représente l'énergie reçue par le système, c'est-à-dire que s'il est positif, le système reçoit de l'énergie thermique, et s'il est négatif, le système en cède à l'extérieur. Q, on ne peut pas le calculer directement par une formule, comme W, mais on peut le retrouver puisque dans le premier principe, delta U égale W plus Q, on va voir qu'on peut calculer delta U, et on a vu qu'on pouvait calculer W, autrement dit, par différence, on peut trouver Q en faisant delta U moins W. Le cas classique, c'est le cas d'une transformation isochore. Dans le cas d'une transformation isochore, puisque W vaut 0, ce qu'on a vu précédemment, alors Q est tout simplement égal à delta U. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent en chimie. Ça, isochore, ça correspond en gros à la cocotte minute, un réacteur fermé, indéformable. Mais souvent, nous en chimie, on va travailler avec des réacteurs qui seront ouverts sur l'air extérieur, autrement dit, plutôt des transformations monothermes monobar. Dans le cas, donc très usuel de chimie, de la transformation monobar, on a vu que W, c'était moins P extérieur fois delta V. Dans ces cas-là, on pourra dire que Q, c'est delta U plus P extérieur fois delta V. Et en regroupant ces deux termes, c'est donc la variation de U plus P extérieur fois V. De plus, on a vu que le système, comme il est à l'équilibre avec l'extérieur dans l'état initial et dans l'état final, sa pression initiale et sa pression finale sont égales et sont égales à la pression extérieure. Autrement dit, ce Px, on peut le remplacer par le P système, puisque, comme il va servir dans cette différence juste à l'état initial et à l'état final, la pression du système et la pression extérieure sont confondues. Finalement donc, lorsque j'ai une transformation monobar, eh bien je peux dire que l'énergie thermique transférée, c'est la variation de la fonction U plus PV. Donc si je veux, puisque c'est l'objectif de la thermochimie du premier principe qu'on présente, si je veux calculer le transfert thermique fait par une réaction, ce n'est pas la fonction U
qui est la plus utile, mais ce sera la fonction d'état U plus PV, puisque sa variation sera égale au transfert thermique. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fonction d'état est définie. On l'appelle l'enthalpie, H, qui est définie par H égale U plus PV. Finalement, les chimistes utilisent davantage l'enthalpie que l'énergie interne parce qu'on fait davantage de réactions monobares que de réactions isochores. Et dans les tables thermodynamiques, on trouve souvent des valeurs d'enthalpie qui ont été stockées pour la formation de certains composés et moins souvent des valeurs d'énergie interne. Pour résumer, l'intérêt de l'enthalpie, cette fonction H, c'est qu'elle permet de mesurer l'énergie thermique transférée lors d'une transformation monobare. Puisque pour une transformation monobare, si on connaît delta H, on connaît Q, puisque Q égale delta H. Comment calculer delta U ou delta H? Commençons par le cas d'une transformation très simple. On prend un corps pur, monophasé, qui ne fait pas de transformation chimique, mais simplement des transformations physiques. Et dans le cadre du programme, on va considérer que ce corps pur se comporte de façon idéale. Donc soit c'est un gaz, et on considère qu'il se comporte comme un gaz parfait, soit c'est un liquide ou un solide, et on va considérer qu'il est totalement incompressible, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas changer de volume. Prenons le premier cas, le cas du gaz parfait. Dans ce cas, la loi de Joule nous dit, pour un gaz parfait, l'énergie interne U et l'enthalpie H du gaz ne dépendent que de la température. On peut alors écrire ces relations différentielles, du égale N étant le nombre de moles de gaz corps pur, fois CVM étant la capacité molaire à volume constant du gaz, fois dt, la différentielle de température. Ou encore avec l'enthalpie, dH égale N fois CPM, avec CPM la capacité thermique molaire à pression constante, fois dt, la différentielle de température. Ça signifie que si je connais le nombre de moles de gaz, si je connais cette valeur CVM ou cette valeur CPM, qui sont en général stockées dans des tables thermodynamiques, alors quand je fais une petite variation de température dt, eh bien je peux calculer la variation d'énergie interne du gaz, du, ou la variation d'enthalpie, dH. Dans les cas usuels, on considère que CVM et CPM, qui sont donnés dans les tables thermodynamiques, sont indépendants de la température. Donc pour calculer la variation d'énergie interne ou d'enthalpie delta U ou delta H lorsqu'on a un changement thermique, on va simplement faire l'intégrale. Delta U, ce sera l'intégrale des NCVM dt, et comme on considère que CVM et N sont constants ici, on peut les sortir de l'intégrale, et delta U, ce sera donc NCVM fois TF-TI. De la même façon pour delta H égale NCPM fois TF-TI. Donc ça, c'est une formule très simple, qui montre que si on considère que CPM est une constante, alors, lorsqu'on a une variation de température, d'une température initiale vers une température finale, mais simplement, delta H va être proportionnel à cette variation de température, avec les coefficients nombre de moles et CPM devant la variation de température. À noter que pour un gaz parfait, si on ne vous donne que CVM ou que CPM, normalement vous pouvez trouver l'un à partir de l'autre grâce à la formule de Mayer. C'est une formule simple qu'on peut démontrer à partir de la définition H égale U plus PV et de la loi des gaz parfaits PV égale NRT. En effet, je peux remplacer PV par NRT dans la définition de H, et ensuite si je fais une dérivée par rapport à la température, je vais avoir dH sur dt égale du sur dt plus nr. Et ensuite, dH sur dt, je peux le remplacer par ncpm, puisque dH c'est ncpm dt. Du sur dt par ncvm. Et ici, on va se retrouver avec plus nr. On simplifie par n, puisque n ne vaut jamais 0. Et donc, cpm, c'est tout simplement cvm plus r. Donc, en fin de compte, c'est aussi pour ça que dans les tables, on ne donne pas forcément les deux. Vous aurez soit cpm, soit cvm. Vous pouvez passer de l'un à l'autre pour un gaz parfait simplement en rajoutant r. Petit b, le cas d'un état condensé. En chimie, on considère que les liquides et les solides sont des états condensés, donc qui ne changent pas de volume. Autrement dit, ils ont toujours des transformations isochores. Ça signifie que comme la pression n'influe pas sur U ou sur H en phase condensée, la transformation sera donc toujours considérée comme isobare, avec un travail de 0. Autrement dit, du sera égal à dH, sera égal à Q, et finalement, on écrira du égale dH égale NCM dt, avec un Cm qui est le même pour le CPM et pour le CVM. Ces formules permettent donc de calculer le transfert d'énergie thermique qui se produit lorsqu'on chauffe ou qu'on refroidit un système avec une variation de température dt ou ΔT. Pour les transferts thermiques associés à des réactions chimiques, ce sera la suite du chapitre que nous ferons en classe entière.